Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une sorte d'enquête diagnostique. On va décortiquer pas à pas une pathologie rénale qui est assez complexe. Alors voilà, c'est la grande question, non? Quand on fait face à une perte de protéines par les reins, par quel bout on prend le problème? C'est un tableau clinique qui peut vite devenir un vrai casse-tête, alors par où on commence? Bon, la toute première chose à faire, c'est de bien l'identifier, de bien nommer le problème. On va donc s'intéresser à ce qu'on appelle la néphropathie avec perte de protéines, souvent abrégée PLN. Ok, juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. La PLN, c'est quoi exactement? Eh bien, imaginez que les reins sont des filtres super intelligents. Normalement, ils gardent les bonnes choses, comme les protéines, et laissent passer les déchets. Avec la PLN, ce filtre devient défaillant. Il y a une fuite, et il laisse s'échapper beaucoup trop de protéines dans les urines. C'est ça le cœur du problème. Et dans notre enquête, on a un suspect principal, un coupable qu'on retrouve très souvent derrière ces cas de PLN. C'est le moment de se pencher sur la glomérulonéphrite. Oui, les faits sont là. Dans la grande majorité des cas, quand on a une PLN, la glomérulonéphrite, ou GN pour faire plus court, est derrière tout ça. C'est donc vraiment la piste numéro 1 à explorer. Mais alors, comment ça marche? Quel est son mode opératoire? En fait, tout part d'une réaction du système immunitaire qui s'emballe un peu. C'est ce qu'on appelle une réaction immunitaire de type II. Alors, décomposons un peu ce mécanisme. Au début, on a des paquets qui se forment, des complexes antigènes-anticorps. Normalement, le corps les nettoie, mais là, non. Ils vont se coincer dans le filtre du rein. Une fois coincés, ils sonnent l'alarme et activent ce qu'on appelle le système du complément. Ça attire une véritable armée de cellules inflammatoires. Et le problème, c'est que cette armée, en essayant de régler la situation, va finalement causer des dégâts et abîmer le rein. Ok, donc on a notre suspect et son mode d'action. L'étape suivante de l'enquête, c'est logiquement de chercher des preuves. Quels sont les indices concrets qu'on peut trouver? Concrètement, qu'est-ce qu'on cherche? Quels sont les signaux d'alerte, que ce soit dans le sang, dans les urines ou même à l'examen clinique, qui nous disent « Attention, il se passe quelque chose ici ». Alors, on a 4 grands signes à surveiller. D'abord, bien sûr, la protéinurie, des protéines dans les urines. Logiquement, si on perd des protéines, leur niveau dans le sang va chuter. Surtout l'albumine, c'est l'hypoalbuminémie. Pour compenser, le corps produit souvent plus de cholestérol, d'où l'hypercholestérolémie. Et enfin, comme il n'y a plus assez de protéines pour retenir l'eau dans les vaisseaux, le liquide s'échappe et s'accumule là où il ne devrait pas. C'est ce qui crée les œdèmes ou l'acide. Mais attention, trouver des protéines, c'est une chose. Le plus important, c'est de savoir quelle quantité est perdue. Et pour ça, il y a un outil essentiel, le rapport protéines sur créatinine urinaire. Ça permet vraiment de mesurer l'étendue des dégâts, de mettre un chiffre sur le problème. Bon, on a identifié le problème au niveau du rein. Mais l'enquête est loin d'être terminée. En fait, il faut voir plus grand. Parce que très souvent, la glomérulonéphrite n'est que la pointe de l'iceberg. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parfois, on ne trouve pas de cause. On dit que c'est idiopathique. Mais dans beaucoup de cas, la glomérulonéphrite n'est pas la maladie de base. C'est la conséquence d'autre chose. Il y a un autre coupable en amont qui a tout déclenché. Alors, où est-ce qu'on cherche ce coupable initial? On a quelques grandes pistes. On pense d'abord aux maladies vectorielles, vous savez, celles transmises par les tiques ou les moustiques comme la maladie de Lyme ou la dirofilariose. Et puis, il faut aussi chercher du côté des maladies systémiques, et notamment des cancers. Bref, il faut vraiment ratisser large. On arrive presque au bout de notre démarche. Mais il nous reste une dernière étape et elle est absolument cruciale pour poser un diagnostic final et sans appel. Parce qu'il y a un autre suspect, une autre maladie qui peut donner exactement les mêmes signes que la glomérulonéphrite. C'est l'amyloïdose rénale. Et il est super important de ne pas se tromper entre les deux. Et la différence entre les deux, elle est fondamentale. D'un côté, on a la glomérulonéphrite, c'est une inflammation, une réaction immunitaire qui attaque. De l'autre, l'amyloïdose, là c'est le dépôt d'une protéine anormale, l'amyloïde, qui vient en quelque sorte encrasser et étouffer le rein. Les symptômes se ressemblent, mais le mécanisme de base n'a rien à voir. Et donc, les traitements non plus. Alors, la question à 1 million, comment on fait pour savoir, pour être sûr à 100% si c'est l'un ou l'autre? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. La seule façon d'avoir le fin mot de l'histoire, c'est de faire une biopsie rénale, d'aller voir directement ce qui se passe dans le tissu. Et ça, c'est vraiment le point clé. La biopsie, ce n'est pas juste pour se faire plaisir et mettre un nom sur la maladie. C'est l'examen qui va permettre de choisir le bon traitement. Parce que traiter une glomérulonéphrite ou une amyloïdose, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, notre enquête diagnostique est bouclée, le coupable est identifié. Mais ça ne s'arrête pas là, au contraire. Ça ouvre une toute nouvelle porte, une nouvelle question. Et maintenant, on fait quoi? Comment ce diagnostic va-t-il orienter toutes les prochaines étapes? C'est le début d'une toute autre histoire.